Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. 1 heure de direct, même après les JO, ce sont les JO dans tous leurs états avec aujourd'hui le camarade Clément Arion. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous reconnaissez forcément la voix durant ces longues semaines de JO que vous avez pu suivre dans tous leurs états, mais aussi en détail sur Sud Radio. Ça a été lui qui nous faisait vivre les épreuves, qui nous tenait au courant, et c'est lui aujourd'hui qui remplace le camarade Joseph parti en vacances. Aujourd'hui, entre 12h et 13h, mon cher Clément, un programme chargé. Eh oui, l'heure est au bilan. Du coup, Maxime, un bilan des médailles d'abord avec Nathalie Péchala, la présidente du Club France, dans un instant. On fera aussi un petit bilan sur la sécurité de ces Jeux Olympiques. On sera avec Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Paris Île-de-France. Et puis ensuite, un petit point aussi sur ces gendarmes qui ont brillé lors de ces JO. Exactement. La Gendarmerie nationale, centre de formation des athlètes français. On en parlera avec 16 athlètes, membres de la Gendarmerie nationale qui ont été médaillés. Sur les 64 médailles. On en parlera avec Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Et puis on finira avec les Jeux paralympiques, évidemment. On parlera des objectifs de médailles de la délégation française. On sera avec Olivier Bunel, responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sportif français. Et voilà pour le générique et le sommaire. Vous avez tout et on va partir immédiatement rejoindre Nathalie Péchala, présidente du Club France, pour le bilan des médailles et du Club France et même un bilan général de ces JO. Bonjour Nathalie Péchala. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Nathalie Péchala, 64 médailles, 16 en or. Le record d'Atlanta en 1996 effacé. La France dans le top 5 du classement des médailles. Est-ce qu'on peut dire que le contrat est rempli ? Bah oui, il me semble que justement c'était l'objectif de faire partie des 5 Premières Nations. Ce qui a été le cas. On a même été sur le podium à un moment donné. On a eu des médailles inattendues, d'autres qui étaient espérées et qui ont été validées. Donc oui, je pense que toute la délégation française a fait un travail formidable et les résultats sont à la hauteur de cet engagement. Alors Nathalie Péchala, vous êtes la présidente du Club France. On va en parler dans un instant de ce lieu qui a suscité beaucoup d'engouement pendant ces JO. Avant ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un ou une athlète qui vous a particulièrement marqué pendant ces JO ? Moi, je dirais Lisa Barbelin, parce que surprise et je l'ai trouvée extrêmement touchante, déjà performante, c'est extraordinaire ce qu'elle a réussi à faire, mais vraiment très touchante. Elle sait communiquer ses émotions, elle est, j'ai trouvé très... Et on rappelle que c'est le tir à l'arc, elle a décroché le bronze vraiment sur le fil. Ouais, c'est ça. C'était magique comme moment. Vraiment beaucoup d'émotions. Alors vous avez vécu ça au Club France, dont vous êtes la présidente. Comment vous avez vécu ça déjà, ces Jeux Olympiques en direct du Club France ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Je pense que j'étais à la meilleure place possible pour vivre toutes ces émotions. On passait d'un sport à un autre, on accueillait tous les athlètes pour pouvoir les célébrer. Il y avait une ferveur absolument incroyable, beaucoup de reconnaissance, de fierté, d'amour de part et d'autre, que ce soit le grand public, les athlètes et réciproquement. Après, j'ai pas pu suivre tous les sports parce que j'étais toujours en train de parcourir les 55 000 mètres carrés. Donc, un peu de frustration sur certains matchs, certaines épreuves. Mais au final, je pense que j'étais au cœur battant de ces Jeux Olympiques. Et le Club France, on rappelle ce lieu placé porte de la Villette à Paris. On a vu beaucoup d'images assez exceptionnelles durant ces Jeux là-bas. On a senti aussi un engouement exceptionnel tous les jours avec des spectateurs qui étaient au rendez-vous. Est-ce que c'est une mission réussie pour vous ? Ah oui, ça a été au-delà de nos espérances. On a eu un taux de fréquentation de 40 000 personnes par jour. Ah oui, quand même. C'est vraiment énorme. Et puis c'est vrai que c'est la première fois qu'on déploie un dispositif de cette ampleur. C'est des Clubs France à l'étranger sont là pour accueillir les athlètes, les médias, les partenaires, les familles, les profs, mais ne proposent pas d'initiation sportive comme nous avons pu le faire parce qu'on est vraiment cette idée de promouvoir le sport et de faire en sorte que la société se mette au sport pour plein de raisons, le bien-être, l'éducation, l'innovation, la santé. Et voilà, ça a été un pari risqué, mais pari.
Et moi, je suis allé un petit peu sur le terrain. J'ai eu la chance d'aller au Club France, je vous l'avoue. Parfois, il n'y avait plus de place à 15h, 16h dans l'après-midi. Oui. Certains ont dû rentrer chez eux. Est-ce que vous avez eu un petit retour sur ça? Vous avez peut-être été même dépassé par l'engouement de ce lieu, non? Exactement, on a été totalement pris de court par cette volonté d'être au Club France, et très souvent la billetterie électronique ne pouvait plus proposer de réservation puisque les jauges étaient déjà atteintes. C'est vrai que nous on a travaillé avec la préfecture de police pour sécuriser le périmètre, et donc vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Et oui, assez rapidement, tous les billets ont été pris d'assaut. Après, on en gardait quelques-uns sur site, mais c'est vrai que si on arrivait trop tard, on ne pouvait pas rentrer au Club France. La bonne nouvelle, c'est que le Club France sera ouvert pour les Jeux paralympiques, qui sera gratuit. Donc il faut réserver en ligne. J'invite formidable nouvelle. À le faire dès maintenant. clubfrance2024.fr, et il y aura la même ferveur, les mêmes communions avec les athlètes. Alors on a vu d'ailleurs tous ces athlètes médaillés venir communier avec le public du Club France. Est-ce que c'était prévu comme ça, ou ça s'est fait un petit peu sur l'état aussi, toute cette célébration autour des athlètes français? Non, c'était notre priorité numéro 1, d'accueillir comme il se doit nos médaillés et de pouvoir avoir cet échange avec le public. Donc non, c'était prévu. Par contre, à chaque fois, il a fallu s'adapter par rapport aux horaires de fin des compétitions, du temps pour revenir au Club France, voir comment on gère aussi avec les épreuves qui étaient diffusées en direct. Donc à chaque fois, chaque jour en fait avait sa propre planification. Il a fallu s'adapter. Et je peux vous dire que dès que les images de l'équipe de rugby à 7 ont été allées dans les médias avec Anthony Fondament qui se jetait dans la foule, ça a donné beaucoup d'envie aux athlètes de pouvoir vivre ce genre de moments très intenses. Et vous avez eu tous les athlètes médaillés au Club France ou pas? Oui. D'accord, très bien. Si vous ne deviez retenir qu'un moment au Club France, ce serait lequel? Je pense que ça serait le premier jour, parce que c'était pas très beau, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, et c'est vrai que c'est parti très vite avec la demi-finale du début. Ah ouais, là tout le monde commence à chanter, à danser, on sentait qu'il se passait quelque chose. Ça s'est prolongé avec le judo, avec la finale après le rugby à 7, et bien sûr la venue de l'équipe de rugby à 7. Et là, c'était lancé. Donc pour moi, le premier jour, ça a été un soulagement, un réel plaisir de voir que 2 ans de travail concrétisés par cette journée. Et après, ça n'a fait que monter. Dernière question, Nathalie Péchala, avant qu'on se quitte. Comment vous avez réagi, vous, au cœur du Club France, quand vous y étiez, à ces quelques polémiques, justement? On avait la défiscalisation des primes sur les grands médaillés olympiques. On a eu Florent Manodou qui a regretté que la France ne soit pas encore la grande nation qu'elle devrait être. Vous, avec votre expérience de grande sportive, vous, avec maintenant des postes dans des grosses institutions aussi, comment vous vous êtes placé vis-à-vis de ces polémiques? Qui étaient des débats de fond, d'ailleurs. Exactement, donc là c'est compliqué de répondre en quelques secondes. Moi, sur la défiscalisation des primes olympiques, pour moi c'est pas le sujet. Le sujet, ça va bien au-delà, c'est le statut du sportif de haut niveau. Sa retraite, ses congés maternité, en blessure, comment on peut le soutenir, comment on les accompagne dans leur chemin de compétition. C'est le dispositif qu'on met autour. Exactement, c'est la retraite. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je l'ai pas dit, le système de retraite également. Finalement, là, il y a eu un gros effort du gouvernement pour augmenter ces primes à la médaille. Il faut savoir que dans chaque pays, c'est différent. Il y a des pays qui ne donnent aucune prime. Il y a des pays qui donnent des salaires à vie. Donc chacun fait comme il veut. Moi, je serais d'avis. J'ai bien aimé la Fédération internationale d'athlétisme qui a proposé d'octroyer des primes à ces médaillés, quelle que soit la nationalité. Je trouve ça beaucoup plus juste. Et sur cette idée que la France ne serait pas encore la nation sportive qu'elle donne l'impression d'être, quel est votre regard dessus? Je suis d'accord avec ce que dit Florent. D'ailleurs, c'est pas le seul à le dire. On a les moyens d'être une grande nation sportive. Enfin, on aurait les moyens
si on avait toute la volonté et toute l'adhésion de la société. D'où l'importance de réussir ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour montrer que le sport c'est autre chose que de la trop haute performance. Évidemment, on a besoin de tous les échelons. Et pour provoquer potentiellement cet élan dont on va en avoir besoin pour mettre l'argent nécessaire pour accompagner les sportifs. Pour accompagner les sportifs, oui. Pour multiplier les infrastructures sportives également. Bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà dans les cartons. Je pense que ça n'est pas notre souci d'avoir des idées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver des financements et pouvoir le sortir de terre. Merci beaucoup Nathalie Péchala, présidente du Club France, pour nous avoir accordé cette première réaction et ce premier bilan des JO. Vous restez sur Sud Radio. Dans quelques instants, on retrouve le camarade Jules Boscherini avant de faire le bilan de la sécurité de ces JO, parce que croyez-moi, il y a un bilan à faire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. En direct et avec le camarade Clément Arion, qui vous avez vivre en direct sur Sud Radio tous les événements sportifs et toutes les compétitions durant ces semaines de Jeux Olympiques. Et on est rejoint par l'autre camarade, Jules Boscherini. Clément. Exactement, Jules, ça y est, c'est terminé. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont clos depuis hier soir. Quelques images qui nous ont marqué sur ce dernier week-end, comme cette finale de beach volley féminin entre le Brésil et le Canada. On en parle avec vous, Jules Boscherini. Ouais, tout à fait, c'est dans le 3e set que cette image s'est produite. Les esprits s'échauffent entre les Brésiliennes et les Canadiennes. Ça a même failli tourner à l'embrouille. Les joueuses montent au filet. Le ton monte lui aussi, ce qui donne cette séquence. Entendu aussi l'arbitre en fond qui appelle au calme, ladies, mais bon, rien ne fait, l'arbitre est obligé d'intervenir pour calmer le jeu, et finalement c'est le DJ, Tony Rojas, 49 ans, qui fait redescendre la tension en passant une petite musique, j'imagine que vous allez la reconnaître. Reconnu Imagine de John Lennon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le DJ a bien fait de passer la musique, puisque ça a fait sourire les joueuses. Et puis finalement, le calme est revenu. Le DJ a même déclaré aux Parisiens: j'en ai eu la chair de poule, et la musique a un pouvoir incroyable. Et finalement, c'est le cas, ça a bien marché, et le Brésil s'est imposé 2-1. Voilà, comme quoi la musique peut faire des miracles. Et si seulement elle faisait que des miracles, peut-être que les policiers ou peut-être que les forces de l'ordre n'auraient eu qu'à être quelques-uns dans la capitale. On aurait mis comme ça Imagine en grand dans la capitale, et ça nous aurait, je crois, malheureusement pas amené au même résultat, parce que plus de 30 000 policiers et gendarmes ont été appuyés par 15 000 militaires, 22 000 agents de sécurité. Vous en avez entendu parler même plus tôt dans l'émission. C'était un dispositif sécuritaire hors norme, et nous sommes en direct avec Reda Bedjal, porte-parole du syndicat de police Paris-Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Gérald Darmanin a déclaré que les policiers et gendarmes méritaient une médaille d'or, alors qu'aucun incident majeur a été constaté durant ces Jeux, monsieur Belladj. Est-ce que vous méritez une médaille d'or ? Oui, je pense très largement que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires. Oui, une médaille d'or, je pense que ce serait bienvenu, puisqu'on avait plusieurs risques en termes de sécurité, un risque terroriste, une délinquance itinérante, et on a su parer à l'ensemble de ces risques. Et puis en bonus, on a eu cette communion avec la population, et ça nous a permis de donner une image encore plus positive des forces de l'ordre. Et de fait, comme vous en parlez, on a vu des policiers très présents, très souriants aussi, des spectateurs étrangers qui prenaient des photos avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous vous réjouissez un petit peu de cette image donnée aux forces de l'ordre ? Oui, parce que vous savez, que ce soit en termes d'investigation ou de police secours sur le terrain, on fait souvent plus face à des larmes qu'à des sourires. Et on l'a vu pendant ces JO, chaque jour, à chaque fois que notre organisation syndicale allait sur le terrain pour aller voir les collègues sur les lieux de ravitaillement, on avait les mêmes retours. On dit ça fait du bien d'avoir des sourires. Et il y avait des consignes particulières parce qu'on a vu beaucoup de vidéos tournées sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait des consignes particulières pour les policiers ? Non, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de consignes particulières. Néanmoins, c'est le cœur de notre métier, mais quand on est plus souvent confronté à la violence, il y a des contraintes qu'on impose à nos gens.
et du coup on voit que l'aspect négatif très souvent de la société. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Malgré les contraintes qu'on a imposées aux gens, puisqu'il y avait la gestion de la densité de circulation, la gestion de la densité de circulation de la population aussi, des fans et des étrangers. Et malgré les contraintes, les gens, ils souriaient parce que on arrivait à un tel point de sentiment d'insécurité que se sentir protégé avec un policier ou un gendarme tous les 20 mètres, ça fait du bien. Vous avez parlé de la densité, notamment aux abords des lieux de compétition. Moi, je suis allé au Stade de France pendant ces Jeux Olympiques. C'est vrai que parfois, en l'espace de 2 heures, il fallait déplacer 80 000 personnes pour que 80 000 autres personnes re-rentrent dans le stade. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis majeurs. Oui, on a eu une expérience négative, mais en tout cas on a pris que le positif de cette expérience avec la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid, où on a vu des images qui ont choqué, des problématiques de gestion justement de densité de personnes qui se déplaçaient pédestrement, et c'était quand même un gros échec pour nous, et puis les yeux du monde étaient tournés sur nous à ce moment-là, donc là le défi il était semblable, mais sur des points différents et pendant quasiment 3 semaines. Donc le défi a été relevé et ça s'est extrêmement bien passé. Et aujourd'hui, on est fiers, on est vraiment fiers parce que notre principal objectif était de protéger, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors on le rappelle, il y avait 30 000 policiers et gendarmes appuyés par 15 000 militaires, 22 000 agents de sécurité. Comment vous voyez la suite, une image entre guillemets un petit peu redorée pour les policiers, les forces de l'ordre? Comment ça va se passer dans les jours à venir? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'appui des régions, notamment à Paris? Comment ça va se passer, la suite? Mais écoutez, la suite, c'est pas moi qui décide, hein. C'est en fonction du futur gouvernement, en fonction de l'État, du chef de l'État, ce qui va décider. Est-ce que il va se servir de jurisprudence et dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'attendaient les Français? Peut-être changer, ou améliorer la politique sécuritaire, et peut-être essayer de privilégier le rapprochement avec la population, ce qui serait, je pense, une très bonne chose. Qu'est-ce que vous dites, Reda Beljal, porte-parole du syndicat de police Paris-Île-de-France, à tous ceux, notamment en région parisienne, notamment dans la capitale, qui s'inquiètent, mine de rien, d'une certaine banalisation de la présence policière? Si certains peuvent s'en réjouir, d'autres craignent une utilisation beaucoup plus régulière de l'intelligence artificielle, des QR codes. Comment vous réagissez en tant que force de l'ordre à ça? Alors moi j'ai pour habitude de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense qu'il faut rester positif. Maintenant il faut que tout le monde se batte, parce que ces JO c'était le moment de l'unification par le sport, mais il faut que tout le monde soit uni, que ce soit la justice, les services de sécurité intérieure, les collectivités territoriales, pour que justement on arrive de manière pérenne à mettre cet environnement en place, cet environnement, enlever complètement ce sentiment d'insécurité, et puis travailler tous ensemble. Mais pour ça, faut qu'il y ait une volonté collective. Nous, vous savez, on a connu beaucoup de gouvernements, enfin moi en tout cas personnellement, puisque j'ai eu pas mal d'années de police, mais on a connu beaucoup de gouvernements. Nous, on suit la politique, on suit les instructions. Si on nous dit vous faites maintenant, la priorité ça va être ça, et on fera ce qu'on nous demande. Donc c'est c'est mieux quand ça va dans votre sens. Forcément. Écoutez, dans notre sens, vous savez, dans notre sens, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je suis affecté en brigade anticriminalité, je veux faire de l'anticrime. Aujourd'hui, je suis dans une brigade territoriale de contact. Mon boulot, c'est de faire de l'anticrime et d'être proche de la population et de faire de la prévention. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas assez. Donc, il faut déjà se poser une première question qui est très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité a un prix? À mon sens, non. Et il faut renforcer les effectifs de police et de gendarmerie. Et puis aussi, l'aspect missionnel qui va être très important. Il faut qu'on arrête de nous utiliser comme une police d'actualité. Il faut viser, il faut que politiquement, on nous dise, voilà, maintenant, on va faire comme ça et on va voir comment ça se passe. Miser sur le long terme. Alors Reda Beljal, une dernière question, parce que il y a un autre événement qui arrive, c'est les Jeux paralympiques. Est-ce qu'il y aura autant de forces de sécurité pour ces Jeux paralympiques? Non, il n'y aura pas autant de forces de sécurité. Enfin, nous ne serons pas mobilisés de la même manière. D'accord. Donc on sera peut-être pas. Vous avez des chiffres déjà? On aura des renforts de province. Vous avez des chiffres?
On n'a pas encore les chiffres. Hein. On attend. Vous savez, on est dans une période un peu trouble, même nous au niveau politique, parce que forcément on est touché par les choix gouvernementaux. Voilà, donc on attend de voir si ça bouge un peu plus là-haut. Mais sinon, oui, on sera présent entre 80 et 100% présent dans certains services. On sera renforcé aussi également par la province. Là, ça sera vraiment du volontariat où il y aura beaucoup de collègues qu'on a croisés sur, comme je vous disais tout à l'heure, sur les plots de ravitaillement, où ils nous ont dit, moi je reviens le 28. Donc d'ores et déjà, il y aura peut-être pas autant de policiers, mais en tout cas, il y en aura quasiment équivalent et les gens se sentiront bien aussi. Et la vigilance, sur j'imagine au même niveau. Merci beaucoup, Redal Bellach, porte-parole du syndicat de police, Paris-Île-de-France. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour aller non pas du côté de la police, mais de la gendarmerie, parce que figurez-vous, du côté des militaires, c'est un petit vivier de champions. Plus de 16 médailles pour des athlètes qui étaient dans des forces de gendarmerie. On revient tout de suite sur Sud Radio, et ce sera en plus après juste la chronique du camarade Jules Boscherini. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Encore une demi-heure de direct ensemble, on ne vous lâche pas durant tout le mois d'août. On est toujours avec le camarade Clément Arion qui vous avait vivre ces JO de manière intense, de manière passionnée sur Sud Radio. Merci d'être avec nous, mon cher Clément. Et juste avant ça, avant de rejoindre la porte-parole de la gendarmerie pour parler de ce vivier quand même de champions qu'est la gendarmerie nationale avec 16 athlètes qui étaient parmi ses rangs, on retrouve le camarade Jules. Eh oui, quelques images. On reste sur les images du week-end avec cette interview des basketteurs français, Jules. Oui, Clément, et une interview pour le moins décalée de la bande à Wemby sur France Télévisions. Les tricolores sont là pour évoquer la médaille d'argent décrochée après la défaite en finale face à la Team USA. On rappelle le score 98-87. Mais les Bleus se sont mis d'accord pour employer des mots auxquels on ne pense pas forcément. Tout le monde prenait pour des langoustes parce qu'on était vraiment perdu au premier tour, et puis après on a assez réagir, et puis on a bien rebondi quand même. Voilà, vous avez bien entendu, Nicolas Batum, capitaine des Français, qualifie son équipe de langoustes, rien que ça. Le message est bien passé dans les rangs tricolores et chacun respecte le défi, comme Gershon Yabusele en mode astronaute lorsqu'il évoque son dunk sur LeBron James. Quand j'ai mis ce dunk là, je me suis vraiment senti comme si j'avais les pieds sur la lune. J'étais vraiment bien, et puis voilà. Ouais, les Français ne cachent pas leur rire, surtout quand le rising star du tournoi, la star montante Victor Wembanyama, nous offre un lapsus qui restera dans les annales. Peu après, on réalise qu'on est quand même fiers de cette médaille, fiers du public, fiers aussi de mes coéquipiers, de leur constipation, de leur abnégation pendant tout le tournoi. Voilà, on a quand même fait une grande chose, on en est fiers. Voilà, à défaut d'avoir remporté la médaille d'or, les basketteurs nous ont donné le sourire avec ce soupçon de folie qui, on espère, les emmènera loin à l'avenir. C'est la fatigue des grands sportifs. Oui, très certainement. Merci beaucoup, Jules Boscherini. Vous avez été la transition parfaite avant qu'on aille rejoindre Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Alors Marie-Laure Pesant, les gendarmes n'ont pas seulement brillé dans la sécurité lors de ces Jeux Olympiques, mais aussi directement sur les terrains de sport. On l'a dit, pas moins de 16 athlètes membres de la gendarmerie nationale qui ont été médaillés lors de ces Jeux Olympiques. On peut en citer Clarisse Agbenenou en médaille de bronze judo, Anthony Jean-Jean médaille de bronze au BMX freestyle, Althea Laurin qui a remporté l'épreuve de taekwondo en plus de 67 kilos. 16 médailles olympiques donc sur les 64 de la délégation française. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu un centre de formation ? Alors on est très heureux d'avoir ces médaillés. Alors c'est vrai que nous, pour la gendarmerie simplement, on a 11 sportifs qui avaient été qualifiés et 6 qui ont été médaillés. Et pour notre part, effectivement, on est très heureux de pouvoir les accueillir. On se retrouve avec ces sportifs sur des valeurs qui sont communes, ce qui fait que on arrive à partager tous ces moments, à les préparer, à les aider à s'entraîner. On met à disposition aussi des spécialistes de la préparation mentale, des infrastructures. Et donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'assez attractif pour nos sportifs. Et pour nous, c'est un bonheur de pouvoir partager ces moments et les préparer. C'est aussi une belle vitrine pour la gendarmerie française finalement, non ?
C'est une belle vitrine parce que ça met la lumière sur des valeurs, sur un engagement, un dépassement de soi, et puis sur des sportifs qui ont à cœur aussi de valoriser notre institution, de partager des moments avec nous. Certains parrainent des unités, d'autres viennent assister à certaines cérémonies ou viennent aussi partager leur expérience. Donc ça met une lumière un peu plus importante sur notre institution et on est très heureux pour ça. Donc ces athlètes, ils sont engagés à la gendarmerie nationale. Comment ils font finalement, expliquez-nous, pour concilier un petit peu le haut niveau et ce métier de gendarme? Il faut savoir, il y a des aménagements, j'imagine. Alors, il faut savoir qu'en fait, les armées, de manière générale, depuis un certain temps, soutiennent les sportifs de haut niveau. Certains sportifs ne peuvent pas vivre de leur sport, et donc pour ça, on va les recruter. Soutiennent financièrement, vous voulez dire, c'est ça? Eh bien, on va les recruter. Ils ont un contrat d'engagement au sein de la gendarmerie nationale, et dans le cadre de ce contrat, effectivement, ils ont une solde, comme tout militaire. Ils ont aussi un soutien social, puisqu'ils ont besoin d'une couverture sociale. Ils bénéficient d'un certain nombre d'infrastructures qui leur sont proposées et de certaines compétences pour se préparer. Tout ça, c'est un soutien des armées et de la gendarmerie nationale auprès de nos sportifs. C'est un dispositif qui fait qu'ils ne sont pas, ils sont recrutés en tant que sportifs de haut niveau. Ils ne sont pas recrutés pour être sur le terrain avec des gendarmes, même si certains le font ponctuellement parce que on partage aussi avec eux des moments. Mais ils sont avant tout sportifs de haut niveau de la défense. Et si on prend l'exemple, par exemple, de la judokate Clarisse Agbenenou, quel est son quotidien? Qu'est-ce qu'elle fait au jour le jour, finalement, pour la gendarmerie? Alors elle va elle fait partie de nos rangs, donc elle est gendarme comme nous tous. Voilà, on est très heureux de la voir. On partage des moments avec elle. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, on est allé partager, j'y étais, un moment d'entraînement avec elle où elle nous a partagé son quotidien, ses valeurs. Et puis à d'autres moments, c'est elle qui vient au sein de la gendarmerie, qui participe à d'événements qu'on fait autour des sportifs, mais aussi autour des unités de la gendarmerie. Elle peut participer à certaines cérémonies. Donc tous ces athlètes donnent de leur temps aussi pour mieux connaître la gendarmerie et pour justement porter ces valeurs que l'on partage, qui nous rassemblent autour du sport, autour comme je vous disais, du dépassement de soi, de l'engagement. L'engagement, je pense que c'est le mot-clé qui nous rassemble. On a eu un débat tout à l'heure, Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale, sur l'héritage qu'on pouvait espérer garder des Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup cette notion de patriotisme, de fierté nationale. Est-ce que vous, en tant que porte-parole de la gendarmerie, vous voyez cette nécessité de renouer? Vous parlez beaucoup de valeurs, des valeurs qu'incarnent les sportifs issus de vos rangs. C'est sur ça que vous misez pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Ce qui a été important pendant ces Jeux, c'est que finalement la population dans son ensemble, et même le public étranger, a pu voir l'humain qui se cache derrière le gendarme. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait on a peut-être redécouvert l'humanité qu'il y a derrière des gendarmes. Souvent, c'est vrai qu'on voit les gendarmes dans les moments un peu plus de crise, mais en fait au quotidien, et ça je peux vous en témoigner, sur le terrain, dans nos territoires, on a ce lien déjà très fort, puisque pour nous, cette proximité avec la population, ça fait vraiment partie de nos valeurs, de notre ADN et de ce qu'on recherche dans notre action quotidienne. Et donc là, le fait qu'il y ait un rassemblement massif de forces de sécurité et de gendarmes sur le secteur plutôt parisien a permis de mettre une lumière un peu sur cette proximité qu'on développe au quotidien. C'est pas quelque chose qui est apparu, mais c'est quelque chose qu'on a mieux compris et qu'on a mieux perçu d'une certaine manière. Exactement. Et ces athlètes médaillés, donc qui font partie de la gendarmerie nationale, est-ce qu'il y a une célébration de prévue ou pas pour eux? Alors on a des moments dans l'année et bien sûr on va mettre en place un certain nombre d'événements pour justement fêter tout cela avec eux. On l'a déjà fait sur le Club France, ils sont venus certains nous rencontrer à la rencontre des gendarmes, à la rencontre du public pour célébrer leurs médailles et on en était très heureux, on a été contents de pouvoir partager ça. On a effectivement des événements qui vont avoir lieu tous les ans, on a aussi une journée qui leur est dédiée et donc on va pouvoir continuer à les porter et à les soutenir pour leurs prochaines épreuves. Il y a des prochains objectifs pour eux. On parle de Los Angeles 2028 par exemple. Est-ce que vous avez pu en parler avec eux? Est-ce qu'ils vont continuer pour la plupart?
Pour la plupart, oui, on en a. Alors, vous savez, dans nos rangs, on a certains qui arrêtent, d'autres qui sont intégrés. Là, ça fait partie de la vie des sportifs de haut niveau de la défense. Mais on a bien sûr d'autres échéances, chacun dans leur sport, qui vont arriver. Los Angeles est un prochain objectif à plus long terme, mais on sera là pour eux, on sera toujours là. Et certains, ceux qui arrêtent d'ailleurs, vont aussi parfois intégrer nos rangs. C'est moins connu, mais c'est vrai que le fait d'avoir découvert la gendarmerie, ça leur permet aussi, pour certains, de continuer à s'engager en intégrant la gendarmerie. Et on en a quelques-uns comme ça qui sont venus au sein de la gendarmerie dans différentes spécialités. La prochaine échéance, mine de rien, pour ces Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques Paralympiques. Est-ce que là aussi, vous avez un certain nombre d'athlètes paralympiques qui vont participer, qui sont issus des rangs de la gendarmerie nationale ou avec qui vous espérez aussi remporter des médailles? Oui, on a 4 athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques Paralympiques, dont Gaël Edon, par exemple, pour le tir sportif. Donc on les soutient, on est très fiers de leur parcours et on sera avec eux pour ces moments. Et on l'a dit, est-ce que vous sentez, mine de rien, est-ce qu'on vient ou est-ce que vous sentez autour de vous, mine de rien, une petite effervescence quant au fait que la gendarmerie nationale arrive justement à redorer un peu sa médaille olympique, justement en accompagnant des joueurs? On vous en parle réellement autour de vous? Alors on a des retours très positifs. Les sportifs de haut niveau de la défense et de la gendarmerie n'étaient pas forcément tous très connus, donc c'est vrai que ça met la lumière sur eux et effectivement ça crée une sorte d'effervescence autour des réussites et des belles médailles qui ont été prises. Comme on disait, 7 médailles, on a 3 médailles d'or, 3 médailles de bronze, 1 médaille d'argent. On est très heureux de ce résultat et si on peut les partager avec le grand public, on est d'autant plus fiers. Et parmi ces 4 athlètes, on a des chances de médaille? Bien sûr, mais bon, ça je vais pas m'avancer. Tous les athlètes sont des chances de médaille. Exactement, et on est vraiment derrière eux. Je sais qu'ils ont travaillé longuement, très durement. On a tout l'avant JO, c'est vrai qu'on est en contact avec eux. On a un militaire d'ailleurs qui est responsable au sein de la gendarmerie des sportifs de haut niveau, qui les contacte, qui est en lien permanent avec eux. Et c'est vrai qu'on sait qu'ils ont travaillé dur. Et voilà, on leur souhaite beaucoup de chances de réussite et on leur donne tous nos encouragements pour ça. Merci beaucoup Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Et qui sait, peut-être que dans les prochaines semaines, des sportifs ou des gens qui ont entendu l'antenne auront envie de rejoindre les rangs de la gendarmerie nationale. Je crois aussi que vous en avez besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve encore, Jules Boscherini. Vous êtes le permanent de cette émission. Vous êtes un peu notre fil rouge. Ça y est, c'est terminé. Les Jeux de Paris sont clos. Et où on vient d'en parler désormais, les Jeux Paralympiques, c'est du 28 août au 8 septembre prochain et c'est l'occasion de revenir sur certaines des performances qui ont déjà marqué les anciens Jeux Paralympiques. Et oui, on va parler d'athlétisme aujourd'hui. Il faut remonter au 9 septembre 2008 pour se remémorer cette performance, celle d'Oscar Pistorius qui s'impose en finale du 100 mètres après un finish explosif. L'émotion est forte pour le Sud-Africain qui remporte le seul titre olympique de sa carrière sur cette distance. C'était en 11 secondes 17. Le sprinter est aussi champion olympique en titre sur 200 mètres et ne compte pas s'arrêter là. Pékin est une réussite magistrale pour lui puisqu'il remporte également l'or sur le 400 mètres et conserve son titre sur 200 mètres. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est sur le point de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin. Pour les valides, les Jeux Olympiques, mais échoue finalement à 70 centièmes de seconde des minima. Il faut donc attendre 2012 et les Jeux de Londres pour le voir concourir avec les athlètes valides, devenant au passage le premier à réaliser cette performance. La suite, malheureusement, on la connaît. Oscar Pistorius est condamné à 16 ans de prison en 2016 pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp le 14 février 2013. Il est libre depuis le 5 janvier 2024 après avoir purgé la moitié de sa peine. Merci beaucoup Jules Boscherini. On vous retrouve évidemment demain entre midi et 13h puis également dans la matinale. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, les JO vus d'ailleurs avec les objectifs de médaille de la délégation française aux Jeux Paralympiques et on est toujours évidemment avec le camarade Clément Arion. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Les JO vus d'ailleurs, en compagnie toujours du camarade Clément Arion. Rebonjour Clément. Rebonjour Maxime. Et on file parce que du côté des médailles, il y aura une suite grâce aux Jeux paralympiques. Eh oui, depuis de nombreuses années, la France ne fait plus partie du top 10 au tableau des médailles pour les Paralympiques. Des investissements ont été mis en œuvre pour avoir un nombre de médailles suffisant et s'approcher du top 8. On va en parler tout de suite avec Olivier Bunel. Bonjour Olivier Bunel. Oui, bonjour à vous. Vous êtes responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sportif français. Alors, Marie-Amélie Le Fur, président du comité paralympique et sportif français, a clairement affiché l'objectif de top 8. Combien de médailles d'or il nous faut finalement pour atteindre ce top 8 ? Alors oui, c'est l'ambition de la délégation française. Et pour rentrer dans ce fameux top 8, il faut que l'on ait à minima 20 médailles d'or, c'est-à-dire quasiment le double de ce que nous avons réalisé à Tokyo. Donc c'est un challenge important. À Tokyo, la France avait terminé 14e du classement des médailles. Quels ont été les moyens qui ont été du coup mis en œuvre pour faire beaucoup mieux ? Alors, les moyens, ils sont la performance, elle est multifactorielle et elle est tout d'abord réalisée par les athlètes avec l'accompagnement de leur fédération, mais l'État et l'Agence nationale du sport ont mis énormément de moyens financiers, d'accompagnement pour permettre à chacun et à chacune de performer au maximum à ces Jeux de Paris, et notamment avec ce fameux home advantage que l'on a bien remarqué lors des Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques nous ont mis, nos collègues de l'Olympique nous ont mis une saine pression, mais effectivement le fait de concourir à la maison, ça n'est jamais arrivé, donc on n'est pas capable de quantifier l'effet maison, si ce n'est que sur les Jeux Olympiques ça a marché à plein. Et il y a eu des efforts aussi au niveau des infrastructures ou pas du tout pour accompagner les athlètes ? Olivier Bunel, vous allez revenir dans quelques instants avec nous. Il y a eu une petite perte de la connexion, mais c'est vrai que finalement, on en espère beaucoup de ces fameux Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques ont été un tel succès. La porte-parole de la gendarmerie à l'instant nous a indiqué que finalement, il y avait aussi des athlètes paralympiques qui étaient attendus, plus de 4. Et puis même en termes d'audience, il y a de grandes émissions populaires regardées par des millions de personnes qui vont se prolonger. Donc, Olivier Bunel, la question du camarade Clément Arion à l'instant était essentielle. Est-ce qu'il y a aussi eu des accompagnements ou des choses mises en place, même sur les structures, sur les infrastructures? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que l'ensemble des structures d'entraînement ont été mis à niveau dans tout ce qui est accompagnement, technologie, dernières innovations. Donc dans tous les secteurs, effectivement, nous avons progressé d'une manière très très significative pour ces Jeux de Paris. Vous parliez de briller à domicile et de cette pression qu'ont mis un petit peu les Jeux Olympiques sur vos performances à vous. Vous la sentez, cette pression ? Elle est particulière ? Oui, on la sent, on sent la ferveur, on sent aussi l'impatience des athlètes paralympiques d'en découdre et de rentrer à leur tour dans la grande arène paralympique. Là, on trépigne un petit peu, on est dans la partie un peu grise où on affine un peu les dernières préparations, mais aussi il faut être capable de rester concentré et je pense que tout le monde a envie d'en découdre et de briller à la hauteur de nos collègues olympiques, voire un peu plus. Alors, il y a eu un grand engouement aussi des spectateurs pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous espérez le même ? On a dépassé ce matin la moitié des billets vendus. C'est ce qu'a déclaré Tony Estanguet, le patron du COJO. Est-ce que vous espérez le même engouement des stades remplis ? Oui. Alors nous, on est très positif. On pense qu'on va remplir les stades, voire qu'on va dépasser l'objectif de Londres. Londres, les stades étaient très remplis, mais je pense qu'en France, on sera capable de faire largement mieux. Vous avez un objectif chiffré déjà ? Oui, c'est-à-dire que là, la billetterie, je pense qu'on peut vendre on peut avoir les 2 millions de billets qui sont édités par le COJO. Je pense qu'on en a vendu la moitié et là, ça va démarrer. La billetterie redémarre encore plus à l'issue des Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'on peut faire quasiment le plein de l'ensemble des stades. De toute façon, vous avez même les encouragements d'Emmanuel Macron. J'invite tous nos compatriotes à aller découvrir des femmes et des hommes qui sont des athlètes incroyables. Est-ce que vous le rejoignez aussi sur ces mots quand il dit « Je pense que l'on est devenu de manière irréversible une nation sportive ».
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après les Jeux de Paris. Et pour ce qui est des Jeux paralympiques, c'est notre ambition, c'est-à-dire que les Jeux paralympiques servent à la performance des athlètes paralympiques, mais aussi et un impact sur notre société, notre capacité à vivre ensemble et à pratiquer, qui que l'on soit, une pratique sportive. Le président du COJO, Tony Estanguet, ce matin, il a promis des Jeux paralympiques aussi somptueux que les Jeux olympiques. Comment on fait pour que ce soit aussi somptueux ? La barre est haute quand même. Oui, bien sûr, mais tous les ingrédients sont là. Nous avons les mêmes sites, nous avons la même organisation. Donc le COJO nous délivre un écrin fantastique et nous allons vivre des exploits extraordinaires. Les athlètes paralympiens sont des athlètes extraordinaires avec des performances sportives extraordinaires, avec du spectacle, de l'émotion, à l'instar de l'Olympique. Donc on va vivre exactement la même chose. Donc nous avons très très hâte d'être d'en découdre. Quels sont les sports sur lesquels on peut compter le plus pour atteindre nos objectifs et des médailles d'or ? Alors nous sommes présents sur les 22 sports, c'est-à-dire l'ensemble du programme sportif qui est une première. 20 sports sont largement médaillables, les principaux, le cyclisme sur piste et sur route est un grand pourvoyeur de médailles depuis Tokyo déjà. Le triathlon avec notre porte-drapeau, évidemment, l'athlétisme avec beaucoup de têtes d'affiche, la natation, le tennis de table. Voilà à peu près à grands traits les sports les disciplines qui vont être de fortes pourvoyeuses de médailles. Petite question qui me vient comme ça. On a vu l'apparition du breakdance par exemple aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des nouveaux sports chez les Paralympiques ou pas du tout ? Alors, il n'y a pas de nouveau sport. Il y a un nouveau sport à Los Angeles. D'accord. Avec l'entrée du para-escalade. Ok. Mais pour cette édition, nous avons stabilisé le programme qui est le même que celui de Tokyo. D'accord. Eh bien, non, mais merci. Mais ce qui est intéressant aussi mine de rien, c'est qu'on parle beaucoup de l'héritage des JO. Est-ce que vous avez vu un avant et un après pour ces Jeux-là précisément, justement dans l'accès, dans ce qu'on fait justement pour les athlètes paralympiques, pour les infrastructures? Bien sûr, il y a deux choses en fait. Il y a l'accompagnement du haut niveau qui a énormément avancé, le statut des athlètes olympiques et paralympiques. Réellement, il y a de réelles avancées pour leur permettre de s'entraîner au quotidien dans des très très bonnes conditions. Et puis l'accessibilité, l'accès à la pratique pour l'ensemble des personnes en situation de handicap avance. Alors ça avance doucement, mais en tout cas la prise de conscience est là, que ce soit sur les territoires, sur les collectivités. Donc on sent que ça bouge. Voilà, réellement, je pense. En tout cas, c'est l'ambition du comité paralympique d'avoir un après sur les Jeux paralympiques, sur un focus particulier sur l'accès à la pratique notamment. Et est-ce que vous voyez, vous, que justement à chaque Jeux paralympique, justement, des jeunes viennent vous voir en essayant justement de se surpasser, même malgré quelques handicaps? Est-ce qu'il y a toujours cette provocation comme ça, on va dire, d'aimant vers vous? Non, mais clairement, les Jeux paralympiques, c'est pour nous une vitrine médiatique extraordinaire, et donc qui fait que derrière, il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer le sport, qui vont pratiquer à quel que soit le niveau. Au comité paralympique, nous avons un programme qui s'appelle le programme La Relève, qui est un programme de détection, mais les fédérations ont aussi des programmes de détection, et souvent, après les Jeux olympiques et paralympiques, ces programmes sont très très sollicités. Et cette année, ça risque d'être un boom particulier, parce que pour la première fois, il y aura une couverture télé qui sera exceptionnelle. Tout sera diffusé. Oui. Exactement. Ça, c'est vraiment aussi de toute manière, faire savoir de toute manière, c'est la clé de la réussite. Et là, nous, on va bénéficier du même dispositif que le temps olympique. Et ça, pour nous, c'est très, très important et c'est une grande première. Est-ce que ça peut aller au-delà du sport aussi? Je sais que, par exemple, pour les JO de Rio, de Londres, la société, ensuite, avait un meilleur regard sur le handicap au quotidien. Est-ce que c'est un objectif aussi de ces Jeux? Oui, bien sûr. En fait, c'est d'être visible, de rendre visibles les personnes en situation de handicap, et donc de les intégrer encore plus dans la société, d'avoir un regard bienveillant. Et de toute manière, le vivre ensemble, c'est aussi de se connaître, de se comprendre, de s'appréhender. Et les Jeux olympiques et paralympiques sont une vraie opportunité pour nous. Alors on a parlé du Club France en début d'émission. Est-ce que vous vous attendez au même engouement qu'il y a eu pour les valides? C'était assez impressionnant. Est-ce que vous vous attendez à ça également?
C'était fantastique et honnêtement, je pense qu'on va arriver au même engouement. Maintenir cet engouement. Ouais. Exactement. D'ailleurs, mes collègues qui s'occupent du Club France et sur la billetterie, la pré-réservation, parce que la billetterie est gratuite sur le Club France sur le temps paralympique, mais il faut s'inscrire, évidemment. C'est ce que nous disait Nathalie Péchala tout à l'heure, ouais. Exactement. Et là, on sent des pics de réservation très très importants, avec presque parfois des journées qui sont quasiment complètes. Et ça, c'est vraiment un signe très très positif pour nous, et je pense que ça va être incroyable. Il y aura aussi une cérémonie d'ouverture. Tony Estanguet ce matin nous parle d'une cérémonie d'ouverture assez incroyable, pareil en utilisant des lieux comme Versailles, comme la Tour Eiffel. Est-ce que vous savez déjà à quoi on peut s'attendre comme belle surprise? Alors non, alors les secrets du COJO sont très très bien gardés. C'est le secret des dieux. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable d'ailleurs cette capacité à garder des secrets aussi importants aussi longtemps. Mais la cérémonie d'ouverture en ville, pour la première fois aussi pour les Jeux paralympiques, sur la place de la Concorde, on va descendre les Champs-Élysées et le spectacle à la place de la Concorde. C'est extraordinaire. À mon avis, ça va être extraordinaire. Alors on a beaucoup parlé des primes, notamment pour les médailles aux Jeux Olympiques. Est-ce que les primes sont les mêmes pour les Jeux Paralympiques ou pas? Exactement, ce sont exactement les mêmes primes depuis déjà plusieurs Paralympiades, Olympiades et Paralympiades. Il n'y a pas de différence de primes au résultat pour le temps olympique et paralympique. Et quel regard vous avez porté sur les différentes polémiques, mais qui ont en réalité mis sur la table de vrais sujets de fond, à savoir est-ce qu'il fallait fiscaliser, défiscaliser les différentes primes des sportifs? En tant que responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sport, Olivier Bunel, quel est votre regard? Non, mais moi j'ai un regard là-dessus assez ouvert. Effectivement, les primes, c'est pour certains sportifs, un revenu très très important. Beaucoup de sportifs ont des revenus très très limités, et donc d'avoir une prime olympique ou paralympique, ça leur permet de pouvoir s'entraîner encore quelques années derrière. Donc effectivement, de peut-être la défiscaliser me paraît pas totalement inintéressant en fonction des profils des uns et des autres. Il y a des sports. C'était un débat à avoir. Oui, exactement. Je pense qu'il faut, en tout cas, d'ouvrir ce débat. Je pense que c'est important, et qu'après, effectivement, il y a des sportifs qui ont pas de problème de revenus, parce que heureusement, ils sont très très démédiatisés, etc. Mais il y a énormément de sportifs qui sont dans la difficulté au quotidien. Donc, je pense qu'il faut adapter aux situations individuelles. Mais en tout cas, ce débat mérite d'être posé. Merci beaucoup Olivier Bunel d'avoir été avec nous, responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sportif français. Je rappelle qu'il y aura une grande cérémonie d'ouverture et de fermeture dont certes, sans être dans le secret des dieux, vous nous promettez de belles images, on n'en doute pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous Clément Harion, merci de nous avoir accompagnés durant cette heure. Demain également, on se retrouve, même heure, même endroit, entre midi et 13h, et on sera notamment avec le président de la Fédé de volley pour faire un petit point justement sur les sports, c'est ça. Un petit bilan sur les sports collectifs qui ont brillé, quand même, il faut le dire. Évidemment, donc on se retrouve demain à partir de midi. Un petit peu des fleurs, quand même. Mais toujours. On se parle vrai sur Sud Radio. Dans quelques instants, il sera 13h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.